On va continuer notre panorama de personnalités inspirées et inspirantes avec une catégorie que j'affectionne particulièrement, qui est la catégorie des beaux mecs. Hier, on a eu plein de beaux mecs vraiment très très cool. Certains se sont demandé pourquoi ils étaient dans cette catégorie. Il y avait une raison, évidemment. Là, en l'occurrence, il y a plein de raisons pour lesquelles Vincent Cespedes est dans cette catégorie. Il est écrivain, il est philosophe, il a écrit un livre fantastique que beaucoup de femmes devraient lire qui s'appelle L'ambition ou l'épopée de soi. Il va essayer de vous mettre en colère, et ça tombe plutôt bien, puisque après lui, on va essayer de vous exciter, mesdames. Du coup, on passe d'abord par la colère, ensuite on va s'émoustiller, ensuite on refera une pause. Merci de vos applaudissements. Donc j'ai le mauvais rôle alors. J'aurais bien aimé moi l'excitation, mais on va se contenter de la colère. La colère, non pas la colère fatiguée, énervée, mais la saine colère. La colère d'un Achille, la colère de celui qui affronte les injustices et de celui qui veut changer les choses, mais plus profondément la colère de celui qui ne se résigne pas, de celle qui est capable de regarder dans les yeux, de garder sa colonne vertébrale bien droite lorsque tout le monde courbe l'échine et de dire les quatre vérités à la bureaucratie, aux instances infamantes, de dire les quatre vérités, combien même il en irait d'un danger personnel, d'un danger de carrière. Cette colère-là, j'ai la naïveté de croire qu'elle est fondatrice. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la colère est totalement bannie. Nous avons des médiateurs de toutes sortes, des facilitateurs de toutes sortes, des coachs de toutes sortes pour nous éviter d'être en colère. Même dans l'Assemblée nationale, lorsque des femmes se font moquer pour leur statut de femme, la colère finalement ne dépasse pas l'outrance, ne dépasse pas l'indignation faible, alors que des claques dans la figure pourraient être méritées et dispensées. Et lorsque je dis claques dans la figure, je ne parle évidemment pas de violence physique, quoique, je parle de la possibilité de la violence physique d'une femme vis-à-vis d'un homme qui lui manquerait totalement de respect. Aujourd'hui, vous savez, c'est la mode sur Facebook et YouTube. On voit des individus peu recommandants qui tentent des choses absolument dégueulasses avec des femmes, et des femmes qui font du karaté ou je ne sais pas quel art martial, et qui leur passent une déculottée mémorable. Mais je ne parle même pas de cette violence-là. Je parle de la violence de la vérité. Je parle de la violence de la justice. Je parle de la violence d'un discours qui sortirait d'une façon huilée de communiquer, d'une façon huilée et onctueuse d'exprimer ses mécontentements. Je parle d'une colère véridique de celle qui, en tant que rebelle à un système absolument inhumain, affirme son humanité. Et j'ai la naïveté de croire que l'affirmation de son humanité ne peut pas passer par autre chose qu'une saine colère. On n'affirme pas son humanité par l'assertivité, selon moi. On n'affirme pas son humanité dans les couloirs, dans les négociations. Tout cela sert une cause masculine, je dirais, et je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, une cause masculine que je dirais communautariste, qui s'arrange entre elles pour exclure les femmes avec toute l'onctuosité du monde. Si bien que lorsqu'il y a injustice envers les femmes, l'onctuosité est la pire des choses à faire. Alors bien sûr, dans la saine colère, il faut sortir de du comportement de la bourgeoisie, du comportement de la bienséance. Bien sûr, dans la saine colère, il faut aussi sortir de cette attaque classique que font les hommes lorsqu'une femme très légitimement se met en colère en face d'eux. Tu es belle quand tu te mets en colère. C'est-à-dire renvoyer la femme non pas aux propos qui motivent sa colère, mais à sa beauté, à son apparence, et finalement la chosifier. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un paradoxe qui est souvent divulgué, mais très peu abordé en termes philosophiques, et je pense qu'il peut vous parler. Ce paradoxe, c'est Albert Einstein, dans une formule ironique qu'il a formulée, et qui dit très simplement « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer ». Ce paradoxe d'une vie qui ne nous satisfait pas profondément, d'une vie que l'on aimerait, comme un coup de baguette magique, voir se transformer, se métamorphoser, pour que la connexion avec les enfants soit plus facile dans nos villes urbanisées où les enfants n'ont plus le droit de citer, pour que finalement les rencontres humaines ne soient pas obligées de passer par des écrans et par des applications et qu'on puisse adresser la parole, une parole de vérité très simplement à des gens et créer des liens d'amitié, voire des liens d'amour, en toute simplicité, en toute humanité. Tout le monde voudrait que ça change parce que même au travail, même dans le cadre de l'entreprise,
par un management par le stress qui sidère les individus, qui les isole, par un management par la peur qui fait que les travailleurs et les travailleuses vont la peur au ventre travailler, par un management onctueux qui utilise les bonnes formules, mais des formules qui ne peuvent gommer la violence intrinsèque des rapports humains, l'essolement profond de ceux qui travaillent, de ceux qui veulent donner du sens à leur vie, de ceux qui veulent faire bouger les choses. Alors, fondamentalement, nous voulons que ça change, nous voulons que le monde change. Le problème, c'est qu'on voudrait que ça change sans passer par la case scolaire. Sans passer par la case scolaire, si ce n'est une petite case un peu inférieure, qui est l'indignation qui a fait florès ces derniers temps, c'est-à-dire une émotion assez particulière, où finalement on se contente d'attester qu'un point du monde ne nous convient pas, mais on ne se donne pas les moyens de le changer. Les moyens intellectuels, bien sûr, mais des moyens relationnels, des moyens sociaux, des moyens qui permettent de faire famille, de faire lien, des moyens qui permettent de viser l'action et de viser l'avenir. Alors, Albert Einstein m'intéresse évidemment aussi pour la grande figure d'homme en colère qu'il était. D'homme en colère lorsqu'il s'est aperçu que ses équations ont pu commettre Hiroshima, Nagasaki, ont pu commettre le pire, des centaines de milliers de morts instantanément. Et un homme qui, en colère, avec son statut d'intellectuel mondial, a toujours milité pour le pacifisme, a toujours conspué le nationalisme qu'il traitait de maladie infantile, de rougeole de l'humanité, a toujours milité pour le désarmement des nations puissantes. Alors, la question qui va être la nôtre dans les quelques minutes qui me sont dues, la question qui va être la nôtre, ce sera, tout le monde veut que ça change, comment devenir prêt et prête au changement, comment activement avoir une leçon d'optimisme, de lucidité et d'avenir. Et c'est la seule idée que je vais amener aujourd'hui, dans le maigre temps que j'ai. L'idée, c'est la connexion entre les femmes et la jeunesse. Alors, ça paraît bizarre, je ne renvoie pas les femmes à leur rôle de mère, de maman, ce n'est pas du tout ce que je vais dire. La connexion dont je parle est une connexion assez symptomatique de ce communautarisme que j'évoquais au début. Finalement, l'enjeu fondamental de l'humanité repose sur les épaules des jeunes. Qu'on le veuille ou non, les jeunes ont tous les défauts, et ils ont une qualité qu'on ne peut pas leur enlever, ils vont nous survivre. Donc fondamentalement, le combat pour que la jeunesse non seulement ait son mot à dire, mais que la jeunesse puisse aussi avoir sa mission à accomplir. Nous avons des missions lorsque nous sommes en dessous de 30 ans à accomplir. On ne peut pas se contenter d'une logique où finalement nous serions comme des oies qui attendent d'être gavées et qui, en dessous de 30 ans, doivent recevoir la parole du maître, recevoir l'éducation, la civilisation dans son gosier, sans avoir son mot à dire, sans avoir son action à accomplir. Aujourd'hui, nous avons une vision de la jeunesse la plus conservatrice qui soit. Mais le conservatisme qui fait que la jeunesse n'a plus le droit de citer, qui fait que la jeunesse n'existe plus à la télévision française, à part dans la télé-réalité, ce conservatisme-là n'est pas du tout le conservatisme des années 70, géniard, vieux, blanchi sous le harnais, je dirais bougonnant. C'est un conservatisme moderne, vivifiant, qui fait beaucoup d'audience, sexy. C'est un conservatisme qui est capable d'hurler « Taisez-vous, je veux que vous vous taisiez ». C'est un conservatisme qui fait tout le tour des plateaux et qui est fondamentalement, si je dois le résumer en un seul adjectif, agité. Agité du bocal, agité du corps. C'est un conservatisme nerveux. Nous avons aujourd'hui un conservatisme dont une des missions est de bâillonner totalement la jeunesse, de faire en sorte qu'elle se taise et qu'elle apprenne ses leçons, que surtout elle ne critique pas la société dans laquelle on veut l'insérer au forceps. Ce conservatisme-là est un conservatisme qui sert sur quelque chose de très à la mode, notamment dans l'entreprise, l'énergie bête. Ce que j'appelle l'énergie bête, ce n'est pas simplement la bêtise. La bêtise peut être passive, la bêtise peut se contenter de suivre les ordres. La bêtise peut être simplement un béni oui-oui qui suit les directives. Aujourd'hui, la bêtise donne de l'énergie. C'est vraiment la nouveauté de ces années 2000. La bêtise est une forme d'énergie. Ce n'est pas simplement du suivisme et de l'apathie. C'est une énergie dynamique. On a l'impression de pouvoir soulever des montagnes. C'est une bêtise optimiste. C'est une bêtise qui nous fait gagner dans l'espoir de pouvoir changer le monde. Mais c'est véritablement une bêtise. Pourquoi ? Très simplement parce qu'elle réduit les êtres humains à des fonctions. Et Dieu sait que dans l'entreprise, c'est comme ça qu'on voit le plus souvent les collaborateurs, même si dans le langage onctueux, on utilise le mot d'humanité, d'altérité, d'empathie, ça, on adore ça.
Mais fondamentalement, ce que l'on constate sur le terrain, et j'ai pu être de ce terrain-là, on constate des individus réduits à des fonctions robotisées. Et c'est ce qui nous fait souffrir. Et c'est ce qui fait qu'on veut absolument que le monde change. La solution pour changer le monde, elle n'est pas simplement dans une utopie que l'on va créer collectivement. Si tout le monde veut que ça change, mais si personne n'est prêt au changement, l'utopie est recalée à la case 1970. L'utopie, l'imaginaire, le changement de catégorie, de paradigme, toute cette vague New Age qui nous fait tous rêver et finalement qui conduit à des démarches totalement stériles en termes de liens sociaux, en termes de combats politiques, en termes de revendications, en termes de saine colère, tout cela est voué à contrecarrer les liens solidaires et à vouer chacun à l'essolement. Et nous souffrons tous d'essolement. Pas simplement la bonne solitude, mais l'essolement. Je pense fondamentalement que la véritable connexion qui va soulever des montagnes, qui va faire bouger les choses, c'est de se reconnecter à une jeunesse en lui disant « Ne te contente pas d'apprendre les leçons, car dans les leçons que tu reçois, tu dois faire la part des choses. Entre les leçons qui te font avancer, qui te préparent véritablement pour un monde barbare, inhumain, potentiellement génial et merveilleux qu'est le monde de demain. Mais dans les leçons, il y a aussi ta part critique que l'on attend. On veut entendre ta voix, cette voix qui est bâillonnée dans les médias, cette voix qui est bâillonnée dans une sorte de vision un peu anti-jeune, où finalement on ne garde du jeune que son corps, le corps jeune, qui est une denrée marchande absolue, que ce sourire, que cette légèreté de vie, cet optimisme et cette rigolade. La jeunesse, ce n'est pas ça. La jeunesse est fondamentalement critique. Le jeune de 8 ans est fondamentalement critique. Et quand il demande pourquoi de façon incessante, et qu'on le bâillonne en lui disant parce qu'on est lassé par ces pourquoi, parce que la vie, dans ses actions multiples, nous empêche de devoir répondre aux 300 questions dont est capable de poser un jeune par jour, 300 questions par jour, on ne peut pas avoir ce luxe-là. La jeunesse le peut. La jeunesse le peut. Fondamentalement, ce ne sont pas les hommes qui vont se connecter à la jeunesse, je vous le dis, en tout cas une catégorie d'hommes éclairés certainement, peut-être ceux qui suivent, ceux qui ont suivi, mais fondamentalement les hommes n'ont pas intérêt à ce que ça change. J'ai développé ces idées, c'est très dur de les dire en 30 secondes, dans mon livre « L'homme expliqué aux femmes », où je montre que le communautarisme masculin, c'est-à-dire que c'est politique, pas du tout biologique, pas du tout culturel, ce communautarisme-là fait en sorte que lorsque le jeune commence à prendre du pouvoir dans l'entreprise, il est tout de suite acheté à la cause du communautarisme, on lui donne plus de postes, plus d'argent, et il commet cet hold-up généralisé qui fait qu'entre deux cadres, il y a 12 000 € de différence par an, cadre homme, cadre femme, hold-up généralisé. Fondamentalement, les hommes communautaristes, pas tous, vont n'avoir de cesse que de récupérer la jeunesse à leur cause. Donc s'il y a une connexion que j'aimerais bien pointer avec vous, pour sortir de ce paradoxe d'Einstein, tout le monde veut que ça change, mais personne n'est prêt à changer, c'est une connexion entre des femmes qui sont vraiment, pas toutes bien sûr, mais qui sont fondamentalement, de par leur statut, de par les défis nombreux qui les criblent, dans un appétit de changement de société, un appétit qui fait qu'on a envie que la justice puisse enfin rayonner, et surtout que l'intelligence cesse d'être, je dirais, ternie, avilie par l'énergie bête, mais puisse porter sur une énergie vive. Une connexion des gens, non pas par le stress, mais par l'intelligence. Donc je terminerai par cette anecdote d'Einstein. Un ami lui montre un enfant de 18 mois, et l'enfant regarde le scientifique et puis se met à pleurer et à hurler. Einstein, plutôt que de s'effrayer de cette jeunesse-là, lui caresse la tête et lui dit « Tu sais, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on ne s'est pas exprimé sincèrement en face de moi. » Mais je pense fondamentalement que la connexion entre les jeunes et les femmes qui veulent changer le monde est une connexion qui est une connexion d'avenir. Je suis très heureux de vous avoir esquissé ça au Happy Happening et je vous remercie infiniment.